dernière session pour discuter, donc, comme je vous le disais, un petit peu des orientations de notre programme de recherche. Donc c'est la phase 8 de Cénaval. Je prends mon temps pour introduire le temps que l'animation se fasse, c'est parfait. Alors, voulez-vous rappeler un petit peu la méthode dans laquelle la méthode qu'on mobilise pour construire ces orientations avec effectivement l'ensemble de nos partenaires qui sont donc à la fois les membres financeurs du GIP avec ces instances, nos instances de fonctionnement, et également tous nos partenaires scientifiques et techniques sur le territoire pour essayer de construire ces orientations pour qu'elles répondent finalement le mieux possible aux attentes en termes d'acquisition de connaissances. On en avait déjà un petit peu parlé il y a 2 ans, lors du précédent séminaire, pour vous dire qu'on initiait tout juste cette démarche. On a poursuivi après le séminaire de 2023 plutôt par un travail au sein de nos instances pour forcément consulter nos financeurs, discuter avec le comité scientifique pour dresser quelque part les grands enjeux pour la poursuite de l'action du GIP en termes d'acquisition de connaissances, et puis recenser un peu les premiers besoins et les premières priorités qui avaient été identifiées. On retrouve en termes d'enjeux, suivre, comprendre, anticiper, accompagner. Voilà, forcément, c'est toujours ces grandes logiques sur lesquelles on est attendu. Et puis un certain nombre de mots-clés ou de thématiques qui avaient déjà été identifiées et mises en avant dès ce premier tour de table. Ensuite, vous avez dû le voir passer en tout début d'année, on a lancé une consultation plus élargie. Donc là, la cible, c'était plutôt l'ensemble de nos partenaires, à la fois scientifiques mais aussi techniques, pour faire réagir et rebondir sur ces premiers mots-clés ou thématiques qu'on avait pu mettre en avant. Et ça nous a permis, dans ces premiers semestres 2025, d'échanger. Voilà, on a une cinquantaine d'institutions qu'on a pu qui nous soient contactés spontanément pour nous parler, nous proposer leurs idées, soit qu'on a pu nous ressolliciter pour échanger sur nos sujets, ce qui a permis vraiment de partager avec eux l'ensemble de ces premières idées. Et puis, voilà, ça permettait aussi de préparer un peu la communauté scientifique pour anticiper un peu les sujets sur lesquels on pourrait les mobiliser, parler d'échanger sur notre calendrier de travail et se préparer pour démarrer des projets dès 2027, puisque c'est bien ça l'objectif, j'ai oublié de le rappeler. C'est bien démarrer des projets dès début 2027 sur une période 2027-2032. Alors cette phase de consultation, là je reviens à nos instances, elle nous a permis de formaliser un premier document de cadrage et d'orientation pour ces travaux scientifiques. Et pour nous, c'était une étape importante dans notre fonctionnement, puisque ça permettait de communiquer auprès de notre Assemblée Générale, donc de nos financeurs, pour discuter sur le renouvellement du groupement et toute la procédure qu'on a, qui est encore en cours, sur les objectifs et le fond de notre action pour cette future phase et le futur GIP qui va démarrer en 2027. Donc là, je remercie forcément tous les partenaires qui ont pu contribuer à cette consultation, parce que ça a pu permettre de préciser un peu la direction que pouvaient prendre ces travaux. Et donc on avait déjà du coup un socle quelque part de priorités d'action qui sont un peu résumées là dans les différents paragraphe de notre document de partage, qui est un document support, et que Romaric va vous présenter du coup juste après. Juste pour terminer sur le calendrier, donc là on va être fin 2025, donc début 2026, c'est donc une phase de construction de projet. On a parmi ces priorités thématiques des sujets sur lesquels on est globalement assez mûr. On va rentrer assez rapidement dans les phases soit appel à projet, soit construction de projet en partenariat, différentes modalités qu'on peut mettre en place pour construire nos projets. Il y aura d'autres sujets sur lesquels on est un peu moins mûr, on va prendre plus de temps pour discuter, donc on va échelonner le lancement des projets. Mais voilà, sachez qu'on aura quand même un certain nombre de points dès l'année prochaine sur lesquels on communiquera et on reviendra vers la communauté scientifique pour préparer ces projets qu'on souhaite démarrer dès le début de 2027. Voilà pour la méthode et le calendrier de travail. Maintenant, je laisse la parole à Romaric pour illustrer un petit peu ces orientations. Romaric, notre président de comité scientifique. Chaque fois, j'ai oublié de le rappeler. Je veux bien la zapette. Alors, c'est un programme qui n'est pas
totalement finalisé, on peut le dire aussi, on est encore en train de le co-construire. C'est pour ça aussi qu'on vous le présente aujourd'hui, c'est que vous aurez l'opportunité à la fin de la session de nous faire part de vos suggestions, de vos retours. L'objectif, c'est de travailler ensemble sur le sujet, un peu dans la poursuite de ce qu'on avait fait avec la consultation. Alors, je ne vais pas vous le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Légèrement changer la méthode de présentation. On a essayé de regrouper en fait ces 8 questions par grande thématique, rien qui va vous surprendre forcément parce qu'on a déjà un petit peu abordé certaines de ces thématiques aujourd'hui. Le reste, on l'abordera demain. La première ne va pas vous étonner, stratégie d'adaptation, c'est vraiment un sujet fort qu'on développe dans les phases actuelles de Seine-Aval et qu'on souhaite évidemment poursuivre. La question étant, voilà, pour revenir à la petite intro que j'avais fait tout à l'heure, quelle histoire voulons-nous, quelle scénarisation, quelle solution s'offre à nous. Et donc l'objectif, c'était, dans le cadre de Seine-Aval, de contribuer à cette prospective, de pouvoir travailler sur ces différents scénarios et quelle stratégie on va adopter collectivement. Le deuxième volet je vais lire détaillé après. Le deuxième volet, c'est le suivi, la stratégie de suivi qu'on souhaite mettre en place. Vous avez vu là, à la fois dans les récapitulatifs des 30 ans et puis avec les différents exposés qui vous ont été donnés aujourd'hui, qui vous seront encore donnés demain, on acquiert énormément de connaissances. Il y a des sujets sur lesquels on a besoin de mettre en place des stratégies de suivi. On en reparlera aussi tout à l'heure. Il y a un petit focus sur la stratégie de suivi. L'idée dans Seine-Aval 8, c'est de co-construire cette stratégie de suivi. Co-construire parce que l'objectif, c'est pas de faire une nouvelle stratégie, mais c'est aussi de coordonner différentes stratégies de suivi qui sont mises en œuvre sur l'estuaire de Seine, à la fois d'un point de vue réglementaire, par différents paramètres, par acteurs techniques, par les scientifiques également. Donc l'idée, c'était de pouvoir travailler de façon coordonnée sur le sujet. Le troisième, c'est un sujet assez récurrent dans Seine-Aval qui est toujours une acquisition de connaissances, parce qu'il y a toujours des nouvelles problématiques qui émergent et sur lesquelles on a besoin d'avoir des informations. Et là, ce qu'on a sous-titré, c'était le renforcement des connaissances sur la sensibilité des usages aux événements extrêmes et à la qualité de l'eau. Donc on l'a déjà initié un petit peu aujourd'hui avec certains exposés. Et l'idée, ça sera de poursuivre cette thématique. Et un quatrième, alors qui est un peu plus petit parce qu'il est techniquement un petit peu moins important que les autres, mais c'est un sujet pour en termes d'animation normande et aussi de partage des méthodes, partage de la connaissance. Il n'y a pas que l'estuaire de Seine en Normandie, je vous apprends rien. Et il y a énormément d'actions qui sont faites dans ces estuaires. Je pense à l'Orne, on pourrait aussi penser à la reconnexion de la Sanne. Et donc l'idée, c'était de pouvoir partager des connaissances, les expériences, les méthodes, et donc de participer potentiellement à l'animation ou aux échanges sur ce sujet, qui sera plutôt une action GIP pour le coup. Si je fais un petit détail rapide, stratégie d'adaptation. Donc on va revenir sur le côté hydromorphosédimentaire que je vous ai proposé ce matin. Décidément, j'y reviens beaucoup. Et puis évidemment, le sujet, ça sera la co-construction des scénarios. Ce double de cette problématique physique, un travail sur les services écosystémiques, leur cartographie, leur évaluation. On aura une présentation d'un projet de recherche qui va commencer maintenant. On sera à cheval entre Seine-Aval 7 et Seine-Aval 8, le projet VULPES qui vous sera présenté. Et l'idée derrière, c'est qu'une fois qu'on a des scénarios, c'est de pouvoir les évaluer, c'est-à-dire de pouvoir savoir finalement tel ou tel scénario, qu'est-ce qu'il nous donne en termes de solutions pour qu'on puisse potentiellement guider certaines stratégies. Un point connexe à cette stratégie d'adaptation, c'est la culture du risque et de l'adaptation. Ce qu'on voulait mettre en avant derrière ce sujet, c'était que pour différents types de publics, à la fois le grand public, mais aussi les gestionnaires, les acteurs de l'estuaire, on a des souhaits La question, c'est questionner, excusez-moi, la perception du risque. Alors derrière ce risque-là, on est plutôt sur l'aléa inondation. Mais ça peut être aussi quelle stratégie d'adaptation on veut faire. Et on voulait questionner quelle était la perception des différents publics sur ces aléas, mais aussi quels pouvaient être les leviers, c'est-à-dire quelles solutions ils envisageraient et quels sont les freins à la mise en place de ces leviers. Qu'est-ce qui fait que
On a le bon diagnostic, potentiellement on a des outils, mais on ne le met pas en œuvre. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui freine potentiellement la mise en place de ces solutions? Et puis le dernier sujet qui est lié à l'aspect hydromorpho-sédimentaire, c'est l'évolution des habitats. Parce qu'il n'y a pas que la physique, malgré tout, l'écologie est importante aussi. Et donc l'idée, c'était de travailler sur l'évolution de ces habitats. Est-ce qu'ils sont toujours disponibles? Est-ce que les solutions qu'on va mettre en œuvre vont permettre de restaurer certains habitats? Donc c'est couplé évidemment au premier volet. Le deuxième sujet qui était autour du suivi, on va le dissocier en deux sous-actions, deux thématiques. L'Observatoire des sédiments et des pollutions, on a eu cet après-midi des présentations qui nous ont montré effectivement l'imprégnation de ces environnements sédimentaires en termes de pollution, que ça soit chimique ou même plastique. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut mieux évaluer les transferts de sédiments, et associer à ces sédiments, c'est les contaminants qu'on vise. Qu'est-ce qui fait que certains contaminants qui auront été stockés pendant plusieurs années, plusieurs décennies, en fonction des événements climatiques, en fonction de l'action de l'homme, certains peuvent être remobilisés, et qu'est-ce que ça peut apporter en termes de transfert? Différents contaminants peuvent être évalués derrière. J'avais noté les PFAS parce que c'était un contaminant émergent qu'on souhaitait mettre en avant, mais il y a d'autres types de contaminants évidemment. En termes de suivi, les autres problématiques qu'on souhaitait mettre en œuvre, c'était tout ce qui concernait le cycle du carbone. Ça pouvait concerner aussi l'amélioration de la connaissance du réseau trophique, ce que j'ai essayé de mettre avec cette belle frise. Et puis, entre autres, les espèces exotiques envahissantes. Il y a d'autres sujets, mais je ne vais pas pouvoir les développer tous. Le dernier volet qui était la connaissance, donc c'était la sensibilité des usages aux événements extrêmes en particulier. Donc on avait et à la qualité de l'eau. Donc deux sujets, l'aspect régime hydrologique. La question qu'on se posait ici, c'était typiquement la salinité ou la salinisation potentiellement des zones humides. Donc ce que nous a montré Erwan ce matin, par exemple, la continuité de cette question, et puis les événements extrêmes, inondations. On a vu avec Atlantis qu'aujourd'hui, on avait des outils pour pouvoir simuler ces événements-là, mais encore faut-il pouvoir bien les suivre. Et aujourd'hui, on a un vrai enjeu de suivi, c'est-à-dire quand on a un événement d'inondation, comment on fait pour suivre les surfaces, avec quelle dynamique ces surfaces vont être à la fois inondées, mais vont aussi être réémergées par la suite. Le deuxième volet qui était sur la sensibilité des usages donc de l'écosystème et de l'écosystème à la qualité de l'eau, deux sujets, mais encore une fois, c'est absolument pas exhaustif. On pouvait se poser la question de la toxicité des milieux aquatiques, donc à quel point ces milieux vont impacter le développement de ces espèces. Et puis, ce que j'ai voulu mentionner ici, c'était les indicateurs physico-chimiques. En fait, on a, en lien avec les suivis, on a accès à de l'information, on essaye d'en déduire des indicateurs. On doit pouvoir faire mieux avec l'ensemble des suivis qu'on va avoir. Et l'idée, c'était de poursuivre la construction d'indicateurs et leur évaluation en fonction des différents forçages, à la fois les forçages actuels, mais aussi des tendances en termes climatiques. Donc, et n'oubliez pas les estuaires normands, mais je le laisse un petit peu de côté pour le moment. Donc, trois grandes thématiques. Évidemment, ce n'est pas des thématiques qui sont individuelles, mais qui vont être interconnectées. Alors, c'est des vraies lignes, mais je ne vais pas les commenter, je vous rassure. C'était juste pour vous montrer qu'évidemment, quand on traite un sujet, ce sujet-là va alimenter d'autres problématiques. C'est la force de Seine-Aval, c'est de construire un programme qui va avoir une vision intégrée, transversale à différentes problématiques. Et donc, ce sera encore le cas dans le cadre de Seine-Aval 8. Et on va pouvoir maintenant passer aux deux focus. Et puis après, donc on va avoir les deux focus qui vont se suivre et on aura un temps de débat et d'échange avec vous. Donc gardez vos questions à la suite et vous pourrez les poser. Donc deux présentations. Je vous avais parlé de l'évaluation des services écosystémiques. Donc ça sera le projet VULPES. Et le deuxième, ça sera sur la stratégie de suivi, STRAS, dont vous avez entendu parler, mais peut-être pas complètement. Et donc Nicolas va vous dévoiler complètement ce que fait STRAS.